sûr qu'il vise véritablement une dissolution pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, sur le principe, c'est ce que vous disiez, c'est qu'en fait, ils ont besoin de s'opposer. Et donc, leur meilleur moyen pour s'opposer, ils disent toujours la même chose, on veut dissoudre. Mais il faut quand même se rappeler qu'au moment des élections européennes, Bardella disait à peu près tout le temps la même chose. Si j'arrive en tête, on va obliger Macron à dissoudre. Et le lendemain, ils étaient étonnés que Macron ait effectué la dissolution. Donc ça veut dire une chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'ils disent effectivement. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas sûr que Marine Le Pen veuille subir une nouvelle défaite aux élections législatives avant la prochaine élection présidentielle, parce que ça veut dire que le Front républicain n'est pas un truc éphémère, mais est résistant dans l'opinion, et c'est-à-dire qu'il y a un vrai plafond de verre pour les candidats du Rassemblement national. Ouais. S'ils perdent les élections législatives, il n'y a pas de raison qu'ils gagnent la prochaine élection présidentielle. Le deuxième paramètre, c'est que maintenant, si Michel Barnier était obligé de composer avec le Rassemblement national pour assurer sa survie, Bayrou a une ouverture à gauche. Or, la gauche n'a pas intérêt à provoquer une élection législative anticipée avant les élections municipales. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils se mettraient dans le piège, le double étau du bloc central et de la France insoumise en vue de provoquer une élection législative anticipée pour faire plaisir au Rassemblement national. Je ne vois pas exactement leur intérêt. Et troisième point, c'est que c'est le président de la République qui décide de dissoudre. Et je ne vois pas pourquoi Emmanuel Macron se dirait tiens, je vais dissoudre uniquement dans l'hypothèse où Bardella sera à 40-45% pour lui offrir les clés du pouvoir. Intérêt. Alors que déjà, actuellement, il est déjà très bas parce qu'une grande partie des Français considèrent qu'il n'a pas effectué sa dissolution et surtout, ils n'ont toujours pas compris pourquoi ils l'ont effectué. Si il dissolvait de nouveau pour offrir les clés du pouvoir à Bardella à 2 ans de la fin de son mandat, je ne suis pas sûr que les Français lui pardonneraient effectivement ce choix. Pour François Bayrou. Écoutez, si ça aurait été un autre Premier ministre, je vous aurais dit un répit, mais là je mettrais plutôt un sursis, parce que François Bayrou, depuis sa prise de fonction à Matignon, c'est quand même illustré par des gaffes qui peuvent conduire à des motions de censure spontanées et qui peuvent le renverser. Par exemple, en décembre, il a fait une polémique sur Mayotte. En janvier, il a fait une polémique sur la subversion migratoire. Donc vous n'êtes pas à l'abri qu'il fasse une nouvelle gaffe et une nouvelle erreur qui peut conduire une alliance opportune entre les membres du Nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Là où quand même je mettrais quand même un bémol et je crois éventuellement à ce que ça puisse tenir assez longtemps, c'est qu'en fait de plus en plus les différents partis dits de gouvernement ont de moins en moins d'intérêt à censurer. Pourquoi est-ce qu'ils ont moins en moins d'intérêt à censurer ? Parce que si on repart en élection, ils ont vraisemblablement plus à perdre qu'à gagner à retourner aux élections. Or, les seuls qui ont éventuellement intérêt à pouvoir provoquer des nouvelles élections, donc à faire tomber François Bayrou pour soit provoquer des élections législatives anticipées, soit une élection présidentielle anticipée, c'est la France insoumise et le Rassemblement national. Et les deux voix cumulées des deux groupes ne permettent pas d'atteindre le solde fatidique des 288 et 289 députés permettant de faire adopter une motion de censure. Donc je pense que ça permet à François Bayrou, certes, de gagner un sursis, mais il faut qu'il fasse attention à ne pas commettre de nouvelles gaffes qui pourraient éventuellement lui conduire à une nouvelle censure. Parce qu'en fait, François Bayrou a donné beaucoup de gages au Parti socialiste pour faire adopter ce budget, et en fait, ceux qui ont fait des concessions, c'est surtout les membres de son camp, notamment Renaissance et les Républicains. Or, il y a quand même une difficulté pour François Bayrou, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un prochain budget à faire adopter si demain ça passe, on ne va pas essayer de se projeter, mais quand même il doit préparer, parce que les services de Bercy commencent déjà à préparer le budget de l'année prochaine, parce que dans un calendrier normal, en fait, Bercy demande à chacun des ministères de faire remonter les potentielles pistes d'économie. Or, il y en a beaucoup. Parce que quand vous regardez la situation de la France actuellement, vous avez le record de France, le record du monde des dépenses publiques. On a 56,5%, si le budget est adopté demain, de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. L'État prélève actuellement 50% de la richesse qui est produite. C'est-à-dire que vous n'avez plus beaucoup de marge en impôts supplémentaires pour financer les services publics. Or, vous avez une difficulté majeure, et c'est ce que dit François Bayrou lorsqu'il dit qu'en fait, il faut passer à une logique de résultat et non plus à une logique de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus de marge de manœuvre pour augmenter la dépense publique et pour augmenter éventuellement les prélèvements obligatoires, parce que les Français, 71% d'entre eux, trouvent qu'il y a trop d'impôts en France. Ouais. Donc comment vous allez faire alors qu'il y a actuellement un manque de services publics en termes de quantité ? C'est-à-dire qu'on dit qu'il manque des professeurs, il manque des soignants, il manque des policiers, il manque des places de prison, etc. De la même manière, il manque des services publics de qualité. Les soignants ne peuvent pas assez soigner parce qu'il manque des places dans les hôpitaux, etc. Donc, il manque des services publics partout. Et les Français se posent une question, où est-ce qu'est utilisé notre argent ? Et ce que François Bayrou va proposer, je pense, c'est qu'il va dire qu'on va redéfinir l'action publique de l'État en regardant où est-ce qu'on dépense trop et où est-ce qu'on ne dépense pas assez pour flécher les dépenses inutiles vers des dépenses productives. Et puis, il y en aura un autre qui va être très important, c'est la loi sur le narcotrafic. Oui, parce qu'on a celle-ci qui va être... on a un véritable problème parce qu'en fait, on sait de plus en plus que le narcotrafic devient une lutte commune et de gauche et de droite, avec un simple fait, c'est qu'en fait, le trafic de drogue touche maintenant non pas uniquement les grandes banlieues des grandes métropoles, mais touche de plus en plus les territoires moyens, les territoires des territoires ruraux. Donc toutes les villes sont touchées par ce narcotrafic. Il y a non seulement ça, plus le fait, au-delà que la consommation de drogue augmente, et parce que la France est un des pays les plus dépressifs, il y a le fait que les conséquences aussi qui sont liées au trafic de drogue, qui provoquent maintenant des conséquences directes, avec de plus en plus de morts, victimes de règlements de compte. Donc maintenant, je pense qu'on aura une loi transpartisane qui va réunir et la gauche
et la droite, parce que l'ensemble des mairies veulent combattre le narcotrafic et que pour combattre le narcotrafic, il faut un ensemble de mesures auxquelles on doit agir très rapidement. Ça va supposer une action conjointe du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, éventuellement de l'économie et même du Quai d'Orsay, parce que le narcotrafic se lutte pas non seulement sur le territoire national, mais il faut limiter les importations de drogue, etc. Donc ça va supposer toute cette action-là. Et je pense que tout le monde sera à peu près d'accord. Ce sera une des grandes actions du premier semestre. Et je recompléterai également ce qu'a dit Daïk. Je pense qu'il y aura un autre texte éventuel. Aussi, ça va être non pas uniquement sur PLM, mais je pense qu'il va coupler les deux éventuels. Il va faire et proportionnel et PLM en même temps, parce que c'est un peu ça qui se dit. Parce que le problème de PLM, en fait, c'est ça l'arnaque, c'est qu'en fait, ça bénéficie surtout aux socialistes. Donc, comme il a besoin des socialistes actuellement, je ne suis pas sûr qu'il se brouille totalement avec eux, sans leur filer une contrepartie qui soit éventuellement proportionnelle. William Tay ? Oui, il y a ça, mais il y a surtout en fait le fait que les socialistes essaient de trouver une échappatoire à la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui, je pense, pour une grande partie d'entre eux, les mettent dans le mur pour différentes raisons. La première, c'est qu'en fait, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon a une volonté de monopole sur la gauche, et que ça a été rappelé dans différentes discussions. C'est lui qui décide qui est membre ou pas du NFP. Or, quand vous êtes membre d'une alliance, il faut quand même le rappeler, la France Insoumise est certes le parti le plus important du NFP, mais il est minoritaire au nombre du regard de députés. Il ne représente qu'un tiers des députés du Nouveau Front Populaire, parce qu'ils sont 65 sur un groupe qui représente 193 personnes. Le deuxième paramètre, c'est qu'ensuite, depuis Michel Barnier, on voit bien qu'il y a différents paramètres qui ont changé. D'une part, les électeurs de gauche veulent un budget, même si c'est un mauvais budget. Autre point aussi, c'est les différentes défaites électorales de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une circonscription qui est importante, c'est la circonscription de l'Isère, où la France Insoumise était sortante et avait battu Olivier Véran. Cette fois-ci, il y a eu 40 points d'avance, enfin de plus, pour la candidate de Renaissance qui a récolté un front anti-France Insoumise et anti-Jean-Luc Mélenchon. Deuxième élection où ils ont perdu, c'est l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard était candidat. Dans cette ville spécifiquement, Jean-Luc Mélenchon a récolté 48% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que la gauche est hégémonique. Louis Boyard a fait 65% les dernières élections législatives. C'est-à-dire qu'en vrai, c'était imperdable pour la gauche. Il a réussi à perdre cette élection. Troisième paramètre important lorsque vous êtes dirigeant socialiste, c'est que Jean-Luc Mélenchon est maintenant une figure de repoussoir. C'est-à-dire qu'il y a 80% des Français qui considèrent qu'il est dangereux. Et même au sein de la gauche, vous avez 60% des électeurs de gauche qui disent que Jean-Luc Mélenchon est un boulet pour le NFP plutôt qu'un atout. Donc quand vous accumulez tout ça, vous voyez qu'en fait les Insoumis ont tout intérêt à, d'une part, ne pas provoquer d'élections parce qu'ils en perdraient beaucoup de plumes, et surtout trouver une nouvelle stratégie pour élargir la gauche vers d'autres électorats qui ne soient pas ceux de Jean-Luc Mélenchon, parce que sinon ils n'ont aucune chance de gagner une éventuelle élection présidentielle un jour.